Merci beaucoup Louise pour cette introduction. On est ravis de pouvoir faire cette nouvelle édition, nouveau webinaire, nouvel épisode avec vous. On avait effectivement la dernière fois, peut-être certains d'entre vous étaient déjà présents, parler de la retraite. Et puis aujourd'hui, Comet nous donne l'occasion de prendre la parole donc, sur l'investissement immobilier pour les freelances IT. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous donner un certain nombre de conseils, de pièges à éviter, de bonnes recommandations, euh, et puis de défricher un petit peu ce sujet. Peut-être que certains d'entre vous se posent des questions justement sur que faire de mes revenus, comment les investir, comment éviter de payer trop d'impôts sur le revenu aussi, parce qu'on va voir que l'investissement immobilier, c'est un bon moyen de faire de la défiscalisation. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot. Et donc, on est ravis de pouvoir faire ce nouveau webinar aujourd'hui avec notre partenaire Comet. Comme le disait Louis en introduction, ça fait plus de 2 ans qu'on est partenaire. Alors, je vais vous présenter le sommaire. Donc, on a 45 minutes ensemble à peu près. On va essayer de balayer tous ces sujets-là. Donc, d'abord, de voir quels sont les avantages fiscaux de l'investissement immobilier pour les freelances IT. On va s'attarder un petit peu sur l'évaluation des risques et des opportunités. C'est des choix, des décisions stratégiques que vous allez prendre qui vont avoir des impacts pendant pas mal d'années. Et on parle de montants financiers importants. Donc, avant de se lancer, c'est vraiment recommandé d'évaluer tous les risques, de savoir où vous allez mettre les pieds. On parlera ensuite des principales stratégies d'investissement. Donc, on va voir que selon le type de bien que vous souhaitez acheter, que ça soit du local commercial ou de l'habitation, que ça soit du logement neuf ou ancien, il y aura différentes stratégies. On parlera ensuite de l'élaboration du plan financier. Vous verrez à ce titre que votre cabinet d'expertise comptable sera un bon allié pour vous aider justement à construire des états financiers prévisionnels. Ensuite, les formes juridiques. Donc, selon la stratégie que vous allez choisir, vous verrez que on privilégiera plutôt une ou une autre forme juridique. Bien sûr, à la fin, on vous parlera de l'offre spéciale qui fait partie du partenariat. Vous verrez que vous avez, en tant que freelance comet, une, euh, une réduction, une offre spéciale qui vous est proposée chez Keobiz. Je vous parlerai donc à la toute fin brièvement de nos services. Et puis, on gardera un petit peu de temps aussi pour des questions-réponses, sachant que moi, j'aime bien, quand je fais ce type d'intervention, prendre aussi les questions à la volée, tant qu'on est sur le sujet. Donc, je vous invite vraiment à utiliser l'onglet questions pour, euh, pour pouvoir poser vos questions et j'y aurai accès, je les verrai. Voilà, on va se lancer tout de suite, alors avancer dans le vif du sujet. Thibaut Watteau nous dit: «J'ai pas de son, est-ce que ça a commencé?» Ça doit être, n'hésitez pas à me dire si jamais les autres vous avez un problème, mais je pense que Thibaut, ça vient peut-être, seulement de toi. Allez, on va commencer par la première partie. Hop là. Donc, quels sont les avantages fiscaux de l'investissement immobilier pour les freelances IT? Donc, bien entendu, l'intérêt, d'aller investir dans l'immobilier, ça va être bien sûr de pouvoir capitaliser et faire un investissement qui sera sur le long terme rentable, puisque vous allez faire financer, a priori par de l'emprunt ou, par de la dette, un bien qui finalement vous appartiendra et puis qui va pouvoir créer du revenu locatif par la suite. Mais, l'autre avantage, ça va être un avantage sur la fiscalité. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs types d'avantages fiscaux avec l'investissement immobilier. Donc ça va dépendre de la structure juridique, mais d'un ordre général, on va pouvoir parler de ces grands types d'avantages. Tout d'abord, les déductions des intérêts de l'emprunt. Donc en fait, quand vous allez faire un emprunt bancaire, vous allez bien sûr rembourser les mensualités et sur ces mensualités, il va y avoir des intérêts. Sur ces intérêts, vous allez pouvoir les déduire des revenus fonciers, ce qui va vous permettre de réduire l'assiette de calcul de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors de votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous allez déduire la somme de tous les intérêts que vous aurez payés sur cette année-là, ce qui va venir déduire le montant, le base de calcul de l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est le premier avantage, ça va être la déduction des intérêts de l'emprunt. Deuxième avantage fiscal, ça va être sur l'amortissement. Alors l'amortissement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre le coût d'acquisition, le prix du bien que vous allez avoir acheté, et on ne va pas le déduire uniquement sur une seule année fiscale, on va le déduire sur plusieurs années. Donc qu'est-ce que ça va procurer comme avantage? Bah, ça va procurer le fait que vous allez pouvoir avoir des réductions, sur vos impôts de revenus locatifs pendant plusieurs années. Comment ça se passe? Une fois que vous allez avoir acheté votre bien et qu'il sera loué,
tous les mois et donc à la fin de l'année, on en fera le calcul, vous allez avoir des revenus locatifs qui vont devoir être taxés à l'impôt sur le revenu. Et bien, ces revenus locatifs, vous allez pouvoir diminuer l'assiette de calcul en amortissant, le bien, immobilier et ce sur plusieurs années. Donc c'est un avantage celui-ci qui va courir chaque année, pendant, ces différentes périodes, ça peut aller 5, 7, 10 ans. Ensuite, vous allez avoir un avantage sur les dépenses liées à la propriété. Alors il faut ça on le verra tout à l'heure dans l'évaluation des risques. Bien entendu, à faire un achat immobilier, ça ne va pas simplement se limiter à faire un emprunt à la banque, acheter un bien et puis attendre que les revenus locatifs tombent. Il va y avoir des dépenses, d'usage qui vont être, nécessaires. Donc ces dépenses, par exemple les réparations, les entretiens, on n'est jamais à l'abri, d'avoir des travaux d'entretien à faire dans ce bien immobilier. Et bien, toutes ces dépenses que vous allez faire, vous en garderez les factures et vous allez pouvoir les déduire des revenus fonciers. Donc là, à nouveau, c'est, un avantage puisque c'est des dépenses que vous faites. Comme c'est des charges sur votre activité d'investissement immobilier, vous allez pouvoir donc les déduire de l'impôt sur le revenu. 4e avantage, ça va être la défiscalisation. Je rentrerai un petit peu plus dans le vif du sujet sur ce thème tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de dispositifs, certains que vous connaissez peut-être comme la loi Pinel qui a remplacé la loi Duflot, qui sont des dispositifs en fait d'encouragement, de l'État pour vous inciter à plutôt, acheter dans l'ancien ou investir dans le neuf ou, ça va permettre aussi c'est un dispositif que l'État utilise pour, aller booster, la location immobilière dans des zones où c'est parfois un petit peu tendu. Par exemple, sur la loi dont je vous parlais, la loi Pinel, vous avez un système de zones en fonction de la région géographique où vous allez faire votre investissement. Vous n'aurez pas les mêmes dispositifs. Ce sera le même principe, mais les pourcentages ne seront pas les mêmes selon, les zones géographiques dans lesquelles vous vous trouverez. Donc ça, cette défiscalisation, c'est en fait des, dispositifs mis en place par l'État. Alors, comme ça concerne l'investissement immobilier, ils vont pas changer tous les 4 matins. Maintenant, il faut se tenir au courant parce qu'il peut y avoir des dispositifs qui vont être amenés à évoluer. Donc cette défiscalisation, tout simplement, ça va être des allègements, soit des crédits, soit des crédits d'impôt qui vont vous permettre tout simplement de baisser votre assiette fiscale. Et donc ça, on ne saura jamais vous conseiller suffisamment de, vous renseigner, de prendre conseil, de demander à des professionnels puisque c'est des dispositifs qui peuvent être un petit peu complexes, à comprendre et puis qui peuvent évoluer. Et surtout, c'est des dispositifs dans lesquels, en général, il y a pas mal de conditions, donc c'est important de vérifier que vous respectez bien tous les critères pour en bénéficier. Ce serait dommage de vous lancer dans une stratégie d'investissement avec une, défiscalisation à laquelle vous ne seriez finalement pas éligible. Et puis enfin, le dernier dispositif d'avantage fiscal, ça va être la récupération de la TVA sur les travaux. Il est possible que quand vous fassiez un investissement immobilier, avant de le louer, vous soyez amené à faire des travaux de remise en état ou des travaux de gros œuvres et donc sur ces travaux-là, vous avez la possibilité de récupérer la TVA. Donc c'est, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire le montant, le pourcentage, alors selon les types de travaux, ça pourrait être du 5,5, du 10 ou du 20. Mais en tout cas, ce montant de TVA, vous allez pouvoir, le déduire, également et ça peut représenter des montants assez significatifs puisque, forcément, quand vous allez faire des travaux, ça peut chiffrer assez, ça peut faire une addition assez élevée et donc ça peut vous faire une économie substantielle. Donc ça, c'est important de bien se renseigner sur qu'est-ce qui va rentrer en compte dans les travaux et comment est-ce que vous allez pouvoir, récupérer cette TVA sur les travaux effectués. Ça dépendra bien entendu de la structure juridique que vous allez choisir. Voilà. Donc ça, c'était les avantages fiscaux que vous avez à faire. Ça vous montre qu'il y a un certain nombre de dispositifs et de mécanismes qui sont mis en place pour favoriser l'investissement, que ça soit l'État ou les banques ou un certain nombre de dispositifs. Le but du jeu, c'est que vous les compreniez bien pour, en fonction de votre projet et de l'économie que vous souhaitez faire, vous puissiez choisir les bons dispositifs. Alors, on va maintenant passer, n'hésitez pas si vous avez d'ailleurs des questions à me les poser. Hem, on va passer maintenant à la partie qui est très importante. On ne saura jamais, assez vous conseiller de prendre votre temps
avant, de faire un investissement immobilier, de multiplier les rendez-vous de conseil parce que vous en apprendrez toujours un petit peu plus et on n'est jamais trop aguerri avant d'aller s'endetter sur, plusieurs années sur des montants qui sont assez significatifs donc voilà, intéressez-vous au sujet, c'est ce que vous faites aujourd'hui avec ce webinaire, mais vous pouvez aller, encore plus loin, c'est-à-dire vous documenter, prendre des rendez-vous avec des experts, à venir avec, des questions sur votre plan. C'est pas du temps qui vous sera perdu, c'est du temps qui va vous faire gagner de l'argent, in fine, parce que peut-être que vous auriez pas bien compris tel ou tel dispositif ou si vous aviez su avant donc voilà, le premier conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de prendre votre temps, de bien ficeler votre projet. Alors, comment est-ce que vous allez ficeler ce projet? D'abord, vous allez pouvoir analyser les coûts d'acquisition et les coûts d'exploitation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. Il y a un certain nombre de frais qu'on n'imagine pas au début, il vaut mieux les anticiper. Alors, par exemple, dans les coûts d'acquisition, bah, vous allez avoir toutes les dépenses qui vont être liées à la recherche, du bien et à sa signature, à son acquisition. Donc ça va être, par exemple, les frais d'agence, les frais de déplacement, si, par exemple, vous êtes amené à investir dans un bien qui est pas dans votre région, mais qui est un peu plus loin, bah, vous allez, ça va engendrer des frais de déplacement. Vous allez avoir également, les frais que le notaire, va consigner. Voilà, un certain nombre de frais qui vont être liés déjà à l'acquisition et puis ensuite à l'exploitation. Donc, une fois que vous exploitez ce bien, bah, vous allez avoir une taxe foncière à payer, que ça soit pour un immeuble, enfin, pardon, pour un logement ou pour un local professionnel, vous aurez une taxe foncière. Donc cette taxe foncière, elle est, selon le code postal, l'endroit où se trouve le bien. C'est une taxe qui va évoluer, qui va être, différente un peu partout en France. Vous avez les assurances qui vont être liées, que ce soit les assurances, pour l'habitation ou les assurances multirisques pour le local professionnel. Et puis, vous avez un certain nombre de coûts d'entretien. J'en parlais tout à l'heure, ça peut être, des coûts qui, voilà, en fonction du bien, peuvent, être plus ou moins élevés. Donc, ça, n'hésitez pas à aller, faire un petit peu votre enquête, en prenant contact peut-être avec des propriétaires, qui sont dans le même, lot, dans le même immeuble ou des commerces à côté. Renseignez-vous sur, les coûts, sur les charges de copropriété et cetera. N'hésitez pas à mener cette petite enquête en allant parler à d'autres propriétaires parce que, comme vous, ils ont fait le même chemin avant et ils auront sûrement des bons conseils à vous donner. Et donc, tous ces coûts-là, en fait, vont pouvoir affecter le revenu locatif et donc votre marge puisque, on le verra tout à l'heure, le calcul que vous allez faire, c'est, combien est-ce que vous allez, devoir investir avec, sûrement des crédits bancaires à rembourser et puis quels sont les revenus locatifs que vous espérez en tirer. Alors, deuxième risque, qu'il faut évaluer, c'est l'évaluation du revenu locatif potentiel. Forcément, le fait, c'est ce qui va structurer, en fait, votre projet, ce qui va faire que le remboursement de votre emprunt bancaire sera possible et donc il va falloir estimer ces revenus locatifs potentiels, sachant que ça s'estime pas de manière statique, à un moment donné, mais c'est quelque chose qui va se réfléchir aussi dans le temps. Est-ce que vous êtes dans un marché haussier ou baissier? Est-ce que vous êtes sur une tendance immobilière où, les loyers vont être, amenés à augmenter ou, vous êtes dans un endroit où les loyers sont restés plutôt stables depuis, un certain nombre d'années. Donc ça, c'est une étude également à faire. Alors pour ça, vous avez plusieurs, sources d'informations. Vous avez bien entendu, bah, rien ne remplace le contact humain, donc je vous invite à prendre contact avec les propriétaires qui sont autour de vous, à aller mener votre petite enquête. Mais vous avez également des sites internet qui référencent en fait les loyers, dans une rue, dans une ville donnée et vous pouvez voir aussi quel est le montant des transactions qui ont été réalisées. Donc ça vous permet de voir un petit peu, dans le temps, est-ce que, le marché est haussier? Est-ce que le prix, au mètre carré a plutôt augmenté? Est-ce qu'il est resté stable? Est-ce qu'il a baissé? Et donc ça vous donnera une indication aussi sur les tendances du marché immobilier. Un conseil, également sur, ce point-là, c'est de discuter avec des professionnels. Heu, Vous, c'est peut-être votre premier investissement ou, vous en avez déjà fait un. Allez discuter avec des gens dont c'est le métier et qui font ça toute la journée, parce qu'ils sauront mieux que vous défricher, dénicher un peu les tendances et donc, des agents immobiliers qui sont au contact en permanence de gens comme vous qui souhaitent faire des investissements immobiliers, ils auront beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils et d'à-propos à vous donner donc, n'hésitez pas à aller en voir un, et je vous conseille même d'aller en voir plusieurs.
Ensuite, je regarde un instant s'il y a des questions. Non, pas de questions pour le moment. Ensuite, les, avantages fiscaux potentiels. Donc ça, on en parlait tout à l'heure, c'est, dans l'investissement immobilier, c'est, quasiment, heu, à tout le temps qu'il y a un avantage fiscal qui a été, heu, imaginé pour votre projet et donc ça nécessite également que vous fassiez une petite étude sur, tous les avantages qui existent, à faire un tableau comparatif pour savoir lesquels seront les plus intéressants pour vous. Donc il y a les déductions d'intérêts, d'emprunts, j'en parlais tout à l'heure, les économies d'impôts et puis la déduction des charges des dépenses liées à la propriété. Donc ça va être vous pouvez noter ces points-là, c'est un peu, votre ossature. Comment est-ce que vous allez, pouvoir identifier des opportunités? Comment est-ce que vous allez les 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 qualifier? Alors probablement, si vous êtes en train de vous poser la question de faire un investissement, c'est que votre activité vous avait permis de dégager, une certaine stabilité, un certain revenu, récurrent et donc cette stabilité, ce revenu récurrent va vous donner accès à un crédit bancaire et vous avez peut-être déjà fait des simulations sur votre capacité d'emprunt. Alors, ce 1er élément, ça va vous donner un petit peu la fourchette, l'enveloppe dans laquelle vous allez pouvoir taper et ensuite ça va déclencher chez vous, une sorte heu, d'analyse de critères en disant: «Bah, voilà, moi j'ai à peu près telle ou telle enveloppe donc je voudrais plutôt me tourner vers un projet immobilier de tel ou tel type» et puis ensuite va venir la phase de recherche où vous allez pouvoir, identifier peut-être des régions, parce que vous êtes bien sûr pas obligé d'investir dans votre région, des régions, des types de biens, et cetera, et cetera. Ensuite, vous allez pouvoir déclencher donc vos recherches. Si vous avez des questions à ce sujet, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. Alors, on va passer maintenant alors oui, il restait pardon, 3 risques dont je voulais vous parler. Hem, les risques locatifs. Alors, les risques, locatifs, très simplement, c'est, le fait que si vous avez un locataire qui paye son loyer, votre business plan, il suit la route parce que, en face de la mensualité que vous allez devoir donner à la banque, il y a un loyer, tout va bien. Si par contre, vous n'avez pas de locataire à ce moment-là ou qu'il y a un défaut de paiement, ou un problème qui fait que vous n'avez pas pu percevoir le loyer, forcément, vous allez déséquilibrer votre modèle. Donc ça, c'est à prendre en compte, dans le financement. C'est-à-dire qu'on ne va pas être juste, vous n'allez pas faire en sorte que votre projet, ne puisse pas se permettre d'avoir 1 ou 2 mois de décalage, dans ce rattrapage-là. Et puis vous allez aussi, selon mon conseil, vous assurer contre le défaut de paiement des loyers. Vous avez des contrats d'assurance qui vous permettent, en cas de défaut de paiement, d'être indemnisé et donc ça, si c'est votre premier investissement, c'est intéressant de le prendre puisque ça vous permet de vous baquer un petit peu, d'avoir un risque qui est mesuré. 5e risque, c'est l'analyse des tendances du marché immobilier local. Ça, comme je vous disais tout à l'heure, la décision que vous prenez aujourd'hui, elle peut pas être juste statique puisqu'elle dépend du marché immobilier d'avant, du marché immobilier, présent, actuel et du marché immobilier futur. C'est des investissements que vous allez faire sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc il faut, prévoir un petit peu, même si vous n'avez pas de boule de cristal, personne n'en a, mais il faut anticiper, essayer heu, de suivre les tendances. Donc ça veut dire suivre les taux d'intérêt. Comment est-ce qu'ils se comportent? Est-ce que vous investissez au bon moment? Est-ce que vous investissez au moment où les taux sont les plus hauts ou pas? On a vu récemment, avec, toute l'instabilité économique et l'inflation que, les taux d'intérêt faisaient un peu du yo-yo. On s'est même retrouvé dans une situation, où, des projets immobiliers ne se faisaient pas à cause de certains taux. Le prix de l'immobilier, donc ça, c'est la cartographie dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il faut faire dans le temps, voir comment les prix ont évolué et puis, quelles sont les tendances de la demande locative, la construction et cetera. Tous ces facteurs-là, c'est ce qui peut affecter à long terme votre projet immobilier d'investissement. Et puis enfin, le risque, c'est, que les dispositifs, mis en place par l'État, que ce soit Pinel, Censi-Bouvard ou la loi Duflot, que toutes ces règles, soient amenées à évoluer. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement ne va pas s'amuser du jour au lendemain à les modifier, mais il peut y avoir quand même des évolutions et donc c'est important, si vous, faites appel à tel dispositif, de vous mettre des alertes pour, suivre les évolutions et puis, de vous faire accompagner
d'un cabinet d'expertise comptable qui va pouvoir vous tenir au courant et puis vous donner quelles sont les erreurs, à éviter pour ne pas être pénalisé. Puisque si vous allez, par exemple, souscrire un dispositif mais que vous ne le faites pas bien, derrière on pourra vous demander de rendre des sommes si jamais vous avez eu des avantages fiscaux. Voilà, alors tous ces risques, c'est pas pour vous faire peur, hein, c'est le but du jeu, c'est pas de vous dégoûter d'investir, c'est au contraire de vous aider à le faire dans les meilleures conditions. Donc, vous aurez accès à cette présentation par la suite. Je vous invite à la consulter pour vous dire, voilà, est-ce que faites-vous une petite checklist en disant: «Est-ce que j'ai bien fait attention à tout ça?» OK, alors j'ai toujours pas de questions. Est-ce que c'est parce que je vois pas l'onglet questions? Non, je ne vois pas de questions. Si vous en avez posé, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Alors, on va passer maintenant aux principales stratégies d'investissement immobilier. Donc, investir dans l'immobilier, c'est un terme très large. On va voir qu'il y a, plein de manières de le faire différentes. Vous allez pouvoir, vous, à titre personnel, acquérir un bien professionnel ou de logement. Vous allez pouvoir le faire, via une société. Vous allez pouvoir investir dans des programmes immobiliers et vous allez pouvoir aussi, investir pas directement dans un bien, mais dans un fonds de placement immobilier. C'est-à-dire que vous avez des foncières qui créent des programmes immobiliers et qui vous proposent un peu de la même manière qu'on va acheter des actions, chez EDF ou Total, vous allez pouvoir acheter des actions de sociétés immobilières de placement. Ça, c'est le même principe. Donc les locaux à usage professionnel. Donc ça, les locaux commerciaux, un peu de la même manière que que les logements, vous allez pouvoir louer des locaux à usage professionnel, soit nus, donc avec juste un local et ensuite c'est au locataire de l'aménager, soit avec, du matériel ou de l'ameublement. C'est tout à fait possible et on va voir qu'il y a différents dispositifs qui on n'aura pas les mêmes avantages fiscaux selon qu'on loue un local professionnel nu ou avec du matériel et ameubler. Ensuite, vous avez, plein de programmes, vous en voyez souvent la publicité sur internet ou à la télé. C'est tous ces programmes d'investissement, qui sont boostés justement par des avantages fiscaux pour les logements sociaux, pour des HLM, pour des résidences de services, par exemple des résidences de services, seniors ou étudiantes, des EHPAD et cetera. Ou alors des locaux meublés. Donc ça, vous avez un certain nombre de programmes qui vous permettent, d'investir. Hem, il y a il y en a beaucoup qui ont vent en poupe. On a parlé récemment des investissements dans l'EHPAD, qui ont fait parler d'eux parce que c'était à la base des investissements qui étaient très sûrs et très rentables. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de résidences, qui du jour au lendemain ont déménagé et donc heu, les gens se sont retrouvés heu, avec des, biens immobiliers, mais qui n'allaient plus être utilisés. Alors Nicolas Barthélémy, tu me demandes tu as parlé d'amortissement tout à l'heure, j'ai pas bien compris comment cela fonctionne. Je te réexplique sans problème. L'amortissement, en fait, c'est que tu vas prendre un bien on va prendre des chiffres ronds. Tu fais une acquisition, par exemple, de 100 000 €, ce qui va être amorti sur 5 ans. Et ben, en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans ta déclaration d'impôt, au lieu de déduire uniquement, ton investissement de 100 000 € la première année, bah, en fait, tu vas pouvoir, déduire chaque année pendant 5 ans, 20 000 €. Donc, l'avantage fiscal que ça va te procurer, parce que si tu fais passer cette dépense sur tes impôts sur le revenu, bah, probablement tu vas pas payer d'impôts, ça va faire fortement baisser, ton assiette de calcul. Bah, au lieu d'avoir cet avantage sur une seule année, tu l'as pendant 5 ans. Donc ça permet en fait de lisser, cet investissement sur plusieurs années. Cool, je vois des petits pouces levés, ça veut dire que ça doit être clair. OK, j'espère que j'ai répondu à ta question Nicolas, n'hésite pas à me relancer sinon. Donc voilà, donc je parlais des différents, les logements sociaux, les résidences et les locaux meublés. Ensuite, vous avez les SCI, donc sociétés civiles immobilières. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce dispositif. Donc c'est une société, assez particulière dont le but va être, l'investissement immobilier. Alors cette SCI, vous allez pouvoir choisir soit d'avoir une imposition à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Il y a deux possibilités. Hem c'est, les avantages fiscaux seront différents. C'est des sociétés qui vous permettent d'investir à plusieurs dans un projet immobilier. C'est des sociétés qui sont utilisées également en famille pour faire de la transmission, c'est-à-dire que la société va pouvoir investir dans un bien immobilier et puis ensuite, des parents vont pouvoir céder les parts de la SCI à leurs enfants.
Le SPI, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure en introduction, c'est une société civile de placement immobilier. Donc là, c'est un peu le même principe que la SCI, sauf que c'est une société, dans laquelle, ça va être facilité de prendre des participations. Donc c'est plutôt des grosses foncières, des plus gros placements immobiliers, dans lesquels vous allez pouvoir acheter certaines parts. Donc vous en avez, c'est en général des produits financiers qui vont vous être, recommandés par votre, conseiller en gestion de patrimoine, par exemple, ou certaines banques qui vont avoir leur propre SPI. Vous pouvez bien sûr créer un SPI si, par exemple, vous avez un gros programme immobilier que vous souhaitez financer, vous n'avez pas, avec votre capacité d'emprunt, la totalité et donc vous allez pouvoir, heu impliquer, proposer à des investisseurs de participer à votre SPI. Vous avez la possibilité d'en monter un, bien sûr. C'est un petit peu plus complexe qu'une SCI, mais c'est tout à fait faisable. Et donc toutes ces stratégies d'investissement, ça va vous permettre, d'optimiser bien sûr votre fiscalité, de diversifier votre patrimoine, d'augmenter votre sécurité financière puisque vous allez créer un investissement qui est relativement sûr, qui va ensuite créer des revenus locatifs, de faire de la gestion professionnelle et puis de bénéficier de rendements locatifs, comme je viens de le dire. Je prends la question de Mehmet qui nous demande: «Est-ce que créer une SASU qui facture mon AE et qui détient une ou plusieurs SCI pour investir dans l'immobilier te semble un bon montage légal et une bonne idée?» Alors déjà red flag du début de ta question, une SASU qui facture mon AE, ça me semble pas très bon ça. Alors est-ce que créer une SASU qui facture mon AE et qui détient une ou plusieurs SCI pour investir dans l'immobilier te semble, alors c'est un petit peu compliqué Mehmet de répondre à ta question, comme ça. Tu me parles de légalité. En général, la facturation interentreprise, d'un même nom, c'est pas quelque chose que le fisc va trop aimer. Maintenant, il faudrait que tu m'en dises un petit peu plus sur, une bonne idée, pourquoi? En fait, ça peut être une bonne ou une mauvaise idée, mais quelle est en fait quelle est ta stratégie derrière? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors hésite pas à me répondre et puis je te proposerai sinon de prendre un rendez-vous avec nos équipes pour pouvoir, nous détailler un petit peu plus ce que tu as en tête, avec ces différents montages. Alors, derrière tout ça, Mehmet, je pense que tu te poses la question de comment optimiser la fiscalité, comment faire en sorte d'optimiser. Hem, on a souvent tendance à dire chez Keobiz de: «Attention de ne pas aller faire des montages qui sont un peu alambiqués, pour, contourner certaines choses». C'est un investissement immobilier que vous faites, donc c'est quelque chose qui va durer très longtemps. Vous n'êtes pas à l'abri d'un contrôle. Si vous faites un investissement immobilier, c'est pour vous mettre vous et les vôtres, à l'abri. Moi, je vous conseille de faire ça de manière sereine en dormant sur vos 2 oreilles parce que si, vous gagnez de l'argent aujourd'hui, mais qui peut vous être repris à n'importe quel moment parce que vous avez fait un montage qui est illégal, c'est pas un bon calcul. Par contre, le bon calcul à faire, c'est de se renseigner sur les dispositifs fiscaux pour qu'on puisse vous dire comment, gagner de l'argent légalement. Mais les montages alambiqués comme ça avec de la facturation interentreprise, les mettre, je ne sais pas exactement où vous voulez en venir, mais a priori, c'est pas une bonne idée. Je passe au slide suivant parce que je vois que le temps file. Alors, on va maintenant détailler l'élaboration du plan financier. Heu, Ce que je vais dire va paraître bateau, mais évidemment, vous n'allez pas vous lancer à l'emporte-pièce dans un projet comme ça. Il faut le structurer, prendre du conseil et puis c'est comme quand vous vous lancez dans un business, il faut mettre par écrit ce plan financier, déjà parce qu'il va vous être demandé, par la banque ou par les différents acteurs, mais même pour vous, vous avez besoin de savoir dans quelle direction vous allez. C'est un risque personnel que vous prenez, c'est un investissement qui va être fait sur plusieurs années, donc il faut bien mesurer tout ça. Donc d'abord, vous allez faire, on vous a créé un plan en 5 étapes. Première étape, vous allez évaluer vos besoins en financement. Donc avant d'aller chercher de l'argent et de savoir, comment vous allez le rembourser, il faut que vous puissiez savoir, bah, de combien est-ce que vous avez besoin. Et donc on l'a vu tout à l'heure, c'est pas juste le prix d'acquisition du bien, il faut être très large en prenant en compte le prix d'achat, les frais de notaire, les coûts de rénovation, les coûts de gestion, les frais de tenue du compte bancaire, les frais de l'expert comptable, un peu d'imprévu. Voilà, financez votre plan pour pas que vous vous retrouviez dans une situation compliquée où vous allez être obligé de remettre au pot, parce que vous n'avez pas bien calculé. Prenez pas trop de marge non plus, mais prenez un petit peu de marge de sécurité. Donc première étape, on évalue les besoins en financement. Deuxième étape, on va évaluer les sources, de financement. Donc là, l'idée, c'est, d'aller voir quels sont les différents accès au crédit bancaire que vous avez. Donc ça va être les prêts à taux zéro, les prêts aidés. Vous avez aussi des sources de financement dans, votre entourage peut-être.
Vous avez peut-être, de l'argent qui dort, qui traîne, que vous allez pouvoir utiliser. L'apport bien sûr que vous allez faire pour financer cette empreinte. Donc, ça de la même manière que les dispositifs fiscaux, vous avez un certain nombre d'accès à des aides, mises en place par l'État pour favoriser l'accès au crédit, les prêts à taux zéro et cetera. Renseignez-vous parce que, voilà, si vous pouvez économiser quelques points, d'intérêt sur, des dizaines d'années, ça fait beaucoup d'argent mis bout à bout. Donc deuxième étape, c'était l'évaluation des sources. Troisième étape, ça va être l'évaluation des bénéfices, des revenus locatifs et des charges. Donc pour déterminer les revenus locatifs, ça va dépendre bien sûr de l'emplacement, la qualité du bien, la demande locative. Est-ce que vous êtes sur une forte demande, vous êtes sûr d'avoir une vacance quasiment nulle? Ou alors vous êtes dans une région qui est un petit peu plus, désertée et donc, bah, il va falloir anticiper le fait que le logement ne sera pas loué à 100 du temps. Et puis bien entendu les charges. Donc on parlait tout à l'heure, les charges, les travaux d'entretien. Quatrième point, très important, les avantages fiscaux. Quels sont les avantages, auxquels vous allez pouvoir bénéficier? Donc, les réductions d'impôts, les économies d'impôts, les défiscalisations. Et puis enfin, bon moi je suis un peu juge et parti sur ce cinquième point, mais je ne saurais jamais trop vous le recommander, consultez un expert comptable puisque, il va vous aider à aller plus loin. Il va vous permettre de vous donner des conseils sur des stratégies d'investissement, vous repréciser les règles, notamment sur les règles fiscales. On entend parler de: «Ah tiens, tel ou tel ami ou tel ou tel membre de ma famille a bénéficié de ça ou ça ou ça». Peut-être qu'il n'est pas dans les mêmes critères d'éligibilité que vous, donc faites faire un diagnostic qui vous est propre. Hem Et puis les avantages fiscaux. Voilà, donc ça c'est une structure, pareil, vous pourrez, avoir accès à cette présentation pour y revenir. Donc d'abord vous évaluez les besoins, combien d'argent vous avez besoin, comment vous allez le financer, quels sont comment va se comporter, la trésorerie, le cash flow, les avantages auxquels vous allez pouvoir avoir droit, comment est-ce qu'ils vont se comporter sur le long terme et puis prévoyez un entretien avec un expert comptable qui va pouvoir vous aider à ficeler ce projet-là. Alors je passe à la suite. Puisque le temps file. Les différentes formes juridiques, donc pour l'investissement immobilier, donc selon votre projet, en fait, vous n'allez pas investir avec la même, structure juridique. Si vous souhaitez, par exemple, investir dans un immobilier locatif, bah, soit vous pouvez le faire en nom propre, soit le faire à travers une SCI ou même un fonds de placement avec une SCPI, pour avoir un rendement locatif, mais il faut voir quels sont les risques à chaque fois, liés à la gestion de ces biens immobiliers. Si en revanche votre stratégie, ça va être par exemple de défiscaliser, bah, vous allez pouvoir faire le logement meublé non professionnel ou LMP aussi professionnel, ce qui va vous permettre de déduire, un certain nombre hem, d'investissements. C'est-à-dire que vous allez faire de l'investi enfin, vous allez, pardon, faire des achats pour meubler un logement et bien, ces achats-là, vous allez pouvoir les amortir, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, sur toute la durée de location. C'est des avantages fiscaux. Vous avez aussi la SCI familiale qui va vous permettre de faire de la transmission par la suite. Mais bien sûr, ces avantages fiscaux ont également des risques et donc bah, louer en meublé, c'est, avoir le risque d'avoir des locataires qui partent plus vite puisque vous avez des préavis qui sont plus courts, et puis vous avez, toute la gestion de votre, imposition également personnelle. Donc ça, pour le coup, heu, autant, tout à l'heure, je vous conseillais de prendre des conseils à droite à gauche pour commencer à ficeler votre projet sur, l'anticipation. Là, le choix de la structure juridique, je vous laisse même plus le choix à consulter un expert comptable. Vous allez voir qu'il y a une offre avec Keobis, donc qui peut être intéressante, mais même si c'est pas nous, allez voir un expert comptable pour vous guider dans les choix de structure juridique, puisque ça dépend vraiment de votre situation personnelle à vous. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, combien de revenus et d'imposition vous avez actuellement, quelle est votre stratégie, quel est le degré de risque que vous êtes prêt à prendre et cetera. Tout ça, ça peut pas c'est pas juste des tableaux où on dit: «Bah, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi». Il faut vraiment mener un entretien parce que il faut que vous sachiez exactement quels sont les critères qui vont être importants pour faire ce choix et ensuite vous allez faire un choix en âme et conscience et puis c'est toujours plus agréable quand on se lance dans une aventure, d'investissement, de comprendre parfaitement les tenants et les aboutissants donc on vous conseillera jamais assez de, prendre rendez-vous avec nos équipes ou avec un cabinet d'expertise comptable pour vraiment rentrer dans le détail de toutes ces structures juridiques, la SCI, la SCPI, le LMNP ou le LMP également qui existe, c'est super important.
Il nous reste que quelques minutes, donc avant de prendre vos questions, je voulais, vous remercier bien sûr de m'avoir écouté et puis vous présenter brièvement l'offre spéciale qu'on a mis en place. Donc nous, Keobiz, on est le cabinet d'expertise comptable national spécialisé dans l'accompagnement des indépendants, et des petites entreprises. On a plus d'une dizaine d'années d'existence et on a aujourd'hui 13 000 clients partout sur le territoire. On a la chance, d'être partenaire de Comet et aux côtés des freelances depuis un certain nombre d'années. L'idée, c'est qu'on a 2 choses principalement qu'on vous offre. C'est à la fois de la technologie. Aujourd'hui, on a accès vous avez accès chez Keobiz à une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir collaborer en temps réel avec votre comptable dédié. C'est-à-dire que vous avez une plateforme qui va se connecter à votre compte bancaire et la seule chose que vous aurez à faire, c'est de vous connecter pour aller dire: «Bah, voilà, je vais ajouter telle pièce justificative» depuis votre smartphone ou depuis votre ordinateur. Directement, vous allez voir quelles sont les lignes sur lesquelles il y a déjà une pièce justificative, les lignes sur lesquelles il manque une pièce. Et l'avantage, en fait, de collaborer sur cette plateforme avec votre comptable, c'est qu'en fait, votre comptabilité va être tenue à jour en temps réel. Et donc, de l'autre côté, vous allez pouvoir avoir des dashboards qui vous permettent de savoir bah, où vous en êtes dans votre chiffre d'affaires, dans vos charges, dans votre TVA, dans votre revenu, etc. Donc, avant, il y avait des systèmes avec des cabinets d'expertise comptable où, en fait, vous envoyez des factures papier ou numérisées. L'expert comptable tenait sa comptabilité de son côté et puis, si vous vouliez avoir des informations, il fallait lui demander, souvent c'était asynchrone et cetera. Aujourd'hui, on a une même plateforme où vous et le comptable, collaborez, ce qui permet d'avoir une comptabilité tenue en temps réel et d'avoir des dashboards à jour, ce qui est quand même plutôt pratique quand on veut piloter sa boîte. Donc, de la technologie, je vous disais, et puis de l'humain. Vous avez chez nous un comptable qui vous est dédié, donc qui est spécialisé dans votre domaine d'activité. On a plus de 150 métiers qui sont représentés chez Keobiz et donc on a un pôle qui est très important sur, tous les métiers du freelance. Donc, on a pas mal de techniques et d'à-propos à vous donner puisqu'on en accompagne déjà plusieurs centaines. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi vous partager notre connaissance. Donc on fait de la comptabilité d'engagement. Vous avez un comptable qui est dédié, joignable par email, téléphone ou rendez-vous physique. Le conseil est illimité, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé votre forfait mensuel qui est toujours le même, vous n'avez rien à repayer, tout est compris dedans, votre comptable, le fiscal, le social, le juridique. Et puis en plus d'avoir des tarifs qui sont bas, puisqu'on démarre à 79 € hors taxes par mois avec le bilan de fin d'année qui est inclus, eh bien vous avez un mois supplémentaire qui vous est offert, par Comet. Donc c'est, un cadeau dont vous pouvez bénéficier. Je vais vous mettre parce que là, vous ne pouvez pas cliquer dessus. Je vais vous mettre tout de suite dans le chat le lien pour prendre rendez-vous et qui vous sera de toute façon renvoyé par email par la suite. .youcanbook.me. Donc n'hésitez pas, on vous propose des entretiens, de découverte qui sont 100 gratuits et sans engagement. Donc si vous voulez parler avec l'un de nos experts de votre projet immobilier, vous n'avez que prendre rendez-vous ici. Voilà. Ah bah merci, Louis, tu as été plus rapide que moi. Voilà, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. C'est un rendez-vous gratuit sans engagement. Ça vous permet d'aller plus loin et puis d'obtenir une proposition. Peut-être vous êtes déjà accompagné par un expert comptable. Vous avez la possibilité de changer si jamais vous souhaitez que l'on vous accompagne. Voilà. Je vais prendre maintenant les quelques minutes qui restent pour répondre à vos questions. Si vous en avez, c'est le moment. N'hésitez surtout pas. Bonjour. Parfait, Allez, parfait. Bah, merci beaucoup, Robin. Et je crois qu'il y avait un commentaire de Mehmet justement suite à sa dernière question, juste avant qu'on mette le lien. Donc, par rapport à ta réponse. Alors oui, je vois Mehmet qui nous dit, notamment pour profiter du surplus, 72 000 € pour ne pas dépasser le plafond en tant qu'AE, avoir de la liquidité pour investir dans le projet immobilier. L'idée de la SASU pour un montage de holding. Alors, hem, non, ne faites pas ça. Je serais ravi de vous expliquer un peu plus en détail pourquoi, mais globalement, la refacturation interentreprise, ça se voit, ça sera retoqué en cas de contrôle et donc c'est pas à faire. Après, le fait d'avoir, un montage holding avec une SASU, ça peut être une très bonne idée, mais il faut voir encore une fois comment ça se passe. On peut faire des montages complexes avec des holdings, des choses comme ça. Bon, bien sûr, il faut voir que ça a un certain nombre de coûts. Plus vous allez multiplier les structures, plus il y aura des coûts de fonctionnement qui seront liés à ça, plus importants. Et puis, il faut voir quel est l'avantage fiscal que vous souhaitez en retirer. Donc, je crois que Mehmet, vous êtes éligible à un rendez-vous conseil un peu plus poussé. Prenez rendez-vous avec nos équipes, comme ça on pourra vous donner un diagnostic un petit peu plus complet.
parfait. On vous a mis encore un sondage en attendant du coup que les gens posent des questions par rapport à du coup qu'est-ce que vous avez pensé du webinaire. Donc, n'hésitez pas aussi à voter par rapport à ce sondage. Et du coup, on a la réponse de Mehmet. Merci, avec plaisir. Voilà. Je pense qu'il y a un rendez-vous qui va arriver. Effectivement, je pense que ouais, c'est peut-être pas évident de poser les questions dans le chat. Peut-être que, comme tu le disais, Robin, c'est vraiment spécifique à chaque personne, à chaque cas. Ah si, on a une petite question qui vient de tomber de Nicolas. Je le mets en direct. Alors, très intéressant, Nicolas. Je lis la question à voix haute. Je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur en fin d'année dernière. J'ai encaissé mes premières factures en décembre. Combien de temps et de bilan faudrait-il pour que je puisse obtenir un prêt bancaire pour investir dans l'immobilier? Au moins un an, donc 2024 pour moi, j'ai cru comprendre. Alors, par rapport aux structures juridiques, il est vrai, c'est moins vrai qu'avant, mais il est vrai que un banquier vous prendra plus au sérieux si vous êtes sur une structure de type société, donc EURL, SASU, et que vous avez des bilans, qu'avec l'auto-entreprise. Je dis c'est moins vrai qu'avant parce qu'avant le statut d'auto-entrepreneur était assez méconnu des banques. Maintenant, ça fait quand même, pas mal de temps qu'il est là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont, donc les banques, auraient tort de se passer de certains clients. Donc ils le regardent un peu plus attentivement. Alors, vous n'aurez pas de bilan en auto-entreprise, Nicolas. Tu n'auras pas de bilan en auto-entreprise. Ça, c'est réservé aux sociétés. Mais c'est vrai que les banques vont vouloir plutôt plus qu'1 an. Pour être transparent avec toi, ça sera plutôt 2 voire 3 ans pour voir comment se comporte ton activité. Un conseil général qu'on donne à nos clients, c'est que si vous êtes sûr de, votre activité, si vous êtes sûr de perdurer dedans, si vous savez que c'est pas quelque chose que vous allez fermer demain matin, montrez aux banques que vous croyez en votre projet et créez des sociétés. C'est un gage, le fait que vous alliez déposer un capital, le fait que vous preniez un risque, le fait que, voilà, vous montrez que vous croyez en votre projet, ça va être un gage de réassurance auprès du banquier. L'auto-entreprise, pourquoi est-ce qu'ils ont un peu plus peur? Parce que tout simplement, c'est une société que vous pouvez ouvrir et fermer, selon votre guise. Donc, c'est pas un signal, très fort envoyé au banquier de dire, «Mon activité va perdurer». Donc voilà, ce que je dis, c'est vraiment à nuancer parce que, avec l'augmentation des plateformes d'auto-entreprise, et puis de plus en plus de personnes qui peuvent, voilà, bien vivre, avoir des revenus réguliers et donc rassurer le banquier. Maintenant, je pense que ça va pas être juste le bilan, ça nécessite aussi, d'aller étayer votre projet auprès du banquier pour lui expliquer, peut-être en amont, de dire: «Bah, voilà, je viens de me lancer dans telle activité, j'envisage peut-être dans 1 an ou 2 ans de, mettre en place tel investissement immobilier. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Est-ce que si je reste en auto-entreprise, ça ira pour vous? Est-ce que vous pensez que non?» Donc anticiper le plus possible, parce que ce serait dommage de rester en auto-entreprise 1 ou 2 ans pour que finalement on vous dise non. Et on a aussi Mehmet qui ajoute ce petit 2 cents pour la réponse, qui dit que tout dépend de ta banque et de la relation que tu as avec elle. Donc, Clair. c'est son Ouais, c'est expérience clair, si perso. si c'est si c'est ta banque qui te suit et qui te connaît depuis longtemps, c'est clair qu'elle sera beaucoup plus enclin à te suivre, même si tu es en auto-entreprise. Si tu vas taper à la porte d'une banque qui t'a jamais vu, c'est tout à fait vrai, Mehmet, c'est sûr. Génial. Merci Nicolas. Et du coup, merci Robin. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ce Et bah, je webinaire? voulais vous remercier à tous de nous avoir, écoutés. J'espère que c'était clair. Mettez-moi une bonne note et puis, voilà, prenez rendez-vous, avec nos équipes. Pour ceux qui regardent en replay, bah, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on sera ravis de vous accompagner. Merci beaucoup à toi, Louis, et à toute l'équipe de Comet de nous avoir proposé de participer aujourd'hui à ce webinaire. Oui, non, c'est vraiment un plaisir. En plus, c'est exactement une thématique qui intéresse beaucoup les freelances. Donc, j'espère que pour ceux qui étaient inscrits, qui n'ont pas pu être là pendant le live, qu'ils apprendront pas mal de choses pendant le replay. Et de toute manière, le replay est envoyé à tout le monde. On vous enverra aussi du coup le PDF, comme ça vous le gardez dans vos ressources. Et encore une fois, merci beaucoup Robin et Marois aussi pour la préparation de ce webinaire. Avec plaisir. Merci beaucoup, Louis, et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine. À la prochaine.